Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, Donald Trump est en France, il participe au sommet du G7 au cas où ça aurait échappé à quelqu'un, c'est à Évian, mais il dîne ce soir à Versailles sous les ors. Alors on l'a vu arriver lundi 15 juin, il était très satisfait après la conclusion d'un deal ou plutôt d'un protocole d'accord avec l'Iran. Pourtant, on sait que le président américain se méfie des rencontres multilatérales, il préfère les tête-à-tête où il peut plus facilement s'imposer. Alors j'aurais donc deux questions pour vous ce matin. Quelles sont les raisons et les enjeux de sa venue en Europe cette semaine, pour lui et pour les États-Unis d'une part, et pour nous et les Européens d'autre part? Et deuxième question, est-ce qu'un rapprochement transatlantique est en cours? Eh bien, comme toujours en ce qui concerne les grandes rencontres internationales, les choses sont organisées très à l'avance. Donc la venue de Trump à Évian et ensuite à Versailles était prévue de longue date, bien avant que le protocole d'accord avec l'Iran ne soit évoqué. Mais enfin, finalement, ça tombait bien pour Trump parce que, comme vous l'avez dit, ça lui a donné l'occasion de célébrer sur la scène internationale ce qu'il appelle un major success qui va apporter la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Ce protocole d'accord a d'abord été signé électroniquement. Ce protocole d'accord que personne n'a vu à ce stade. Absolument. Et maintenant, le vice-président J.D. Vance va le signer pour de vrai sur papier à Genève vendredi. Et puis ensuite, on va rentrer dans les détails puisqu'il y aura 60 jours de cessez-le-feu et de discussion sur le fond. Alors Trump annonce bien entendu un énorme succès, mais est-ce que ce deal est vraiment un succès? Non, le bilan est quand même assez mitigé. Mitigé, vous êtes adorable, non? Oui, prenons les objectifs initiaux de la guerre contre l'Iran un par un et voyons ce que ça donne. Sur le changement de régime, il n'y a rien eu du tout. Au contraire, le régime iranien semble être encore plus radical aujourd'hui et l'opposition dans le pays complètement défaite. Deuxième objectif, la destruction des capacités militaires iraniennes, dont le nucléaire et le balistique, dont aussi l'avenir du stock d'uranium enrichi. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la flotte iranienne est à peu près détruite. En tout cas, les gros navires, les petits ont sans doute échappé au pire. Mais pour le reste, il va y avoir une discussion extrêmement difficile dans les semaines qui viennent. Et puis, un troisième objectif, c'est la question des proxys, c'est-à-dire les milices chiites que l'Iran finance au Moyen-Orient, le Hezbollah et les Houthis. Cette question n'est pas réglée du tout, puisque les liens de l'Iran sont maintenus avec ces fameuses milices, et les frappes israéliennes sur le Hezbollah libanais continue. Mais Trump a obtenu la réouverture du détroit d'Ormuz. Oui, le détroit devrait rouvrir, mais on ne sait pas vraiment comment, puisqu'il y a des craintes de mines un petit peu partout. On voit quand même le prix du pétrole qui commence à baisser sur les marchés, pas encore à la pompe, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais il faut se demander quel est le prix de cette réouverture du détroit d'Ormuz. Les Américains disent qu'il n'y aura pas de péage, mais les Iraniens, de leur côté, disent qu'il y aura des frais de passage. On se demande bien ce que ça veut dire. Vous jouez sur les mots, Dolores. Tout à fait. Je vous rappelle en plus que le détroit d'Ormuz fonctionnait très bien et gratuitement avant le début de la guerre, le 28 février dernier. Ce qu'on soupçonne, pour terminer là-dessus, c'est que les États-Unis ont payé pour obtenir cette réouverture, d'une part avec une levée des sanctions, et d'autre part en dégelant une partie des avoirs gelés iraniens. On parle de 12 milliards de dollars qui seront transférés à l'Iran dans les semaines qui viennent. Et là-dessus, c'est vraiment ironique parce que Trump avait vraiment blâmé Obama en 2016 parce qu'il avait lui aussi opéré des transferts de fonds vers l'Iran pour obtenir la signature du JCPOA, ce traité nucléaire avec l'Iran à l'époque. Oui, et puis on parle de 300 milliards de dollars en réparation et en dommages de guerre investis en Iran. Donc on est très très loin d'un succès pour les États-Unis, quoi qu'en dise le président. Ajoutons qu'enfin que cette aventure a dégradé les relations entre les États-Unis et Israël. Nous en avons parlé dans plusieurs podcasts précédents. On est sur un désalignement qui est quasiment historique entre Israël et les États-Unis. Mais revenons à l'Europe et à Évian en particulier. Qu'est-ce qu'on attendait de la présence de Trump à ce G7? Déjà, on attendait qu'il reste jusqu'à la fin. On sait qu'il lui est arrivé plusieurs fois de briser le protocole en partant de manière assez impromptue de ces grandes réunions internationales. Deux exemples au Canada, le G7 de Charlevoix en 2018, Trump était parti à l'avance, et le G7 de Kananaskis en 2025, c'était l'été dernier, il était parti non seulement à l'avance, mais sans prévenir les autres participants. Au G7 de Biarritz en 2019, ça c'était en France, il n'était pas parti plus tôt que prévu, mais il avait refusé d'assister à la session sur la défense du climat.
L'objectif qui semblait important dans ces temps de chaos international et de désagrégation de l'ordre international libéral, c'était vraiment la ligne de base, ramener le président américain dans la discussion commune du G7, maintenir en vie le multilatéralisme. Et donc pour ça, nous Français, on a fait des gestes et des concessions. Le geste, c'est le dîner à Versailles qui a lieu ce soir, vous l'avez dit, pour célébrer les 250 ans de la déclaration d'indépendance, le 4 juillet 1776. Alors, ce qu'on a expliqué à Trump, c'est que c'est à Versailles qu'a été signé le traité de 1783 par lequel les Britanniques reconnaissent l'indépendance de la colonie américaine. Bon, quand on gratte un peu l'histoire diplomatique, le traité a été signé en l'occurrence à Paris. Oh, ça ira pour Trump. Mais ça, c'était pour la concession dont vous nous parliez. Eh bien, la concession, c'est que les questions environnementales n'ont pas été abordées pendant le G7 défiant, parce que ça aurait mis Trump de mauvaise humeur. Elles ont été traitées en amont, lors d'une réunion du G7 en avril. Alors, est-ce que ça valait le coup de les laisser de côté pour que Trump participe à l'exercice ? Je vous laisse juger. On jugera après la période de canicule qui nous attend cette semaine. Mais quand même, il y avait des ponts à rebâtir. Trump en voulait une serrée aux Européens de ne pas l'avoir soutenu pendant la guerre contre l'Iran. Oui, les pays européens désapprouvaient cette guerre contre l'Iran et ils l'ont montré très concrètement. Et ils l'ont montré très concrètement via Bruxelles ? Non, c'était en ordre dispersé. Chaque pays a réagi à sa manière. En tête des refus, c'était l'Espagne, qui n'a pas voulu que les États-Unis utilisent ses bases aériennes de Morón et Rota et qui n'a pas voulu non plus que les États-Unis utilisent son espace aérien. L'Italie a également refusé l'usage de sa base de Sigonella en Sicile. L'Autriche a refusé l'emploi de son espace aérien. Et puis la France a refusé le transfert d'armement américain vers Israël via son espace aérien. Derrière, l'Allemagne et la Grande-Bretagne étaient contre la guerre, mais n'ont pas fait grand-chose de très concret. Mais enfin, on peut quand même dire que cette fois-ci, les Européens n'ont pas courbé l'échine devant Donald Trump. Dont acte. Mais revenons aux enjeux majeurs de ce G7. Il y avait aussi, et bien entendu, la guerre en Ukraine. Zelensky était là le mardi 16. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la situation en Ukraine et des perspectives de paix ? Parce que finalement, on a un peu perdu de vue cette affaire avec l'Iran ces dernières semaines. Oui, vous avez tout à fait raison. On a moins parlé d'Ukraine, alors même qu'il y a une évolution extrêmement importante ces derniers mois qu'il faut absolument noter. Alors, cette évolution n'est pas du tout sur le terrain, puisqu'on a une guerre de position avec un front qui ne bouge pas depuis littéralement plusieurs années. La guerre a commencé en 2022. Mais c'est plutôt une prise de conscience du fait que, dans cette guerre de position, c'est la Russie qui s'épuise, tandis que l'Ukraine semble résister beaucoup mieux. L'Ukraine a développé des drones et des technologies de manière extrêmement résolue ces dernières années, et sa population est finalement beaucoup plus impliquée que la population russe. Elle a le dos au mur, et donc elle est beaucoup plus résolue dans son désir de résister dans cette guerre. Je me souviens d'ailleurs qu'au début de la guerre en Ukraine, j'avais lu quelque part que les statistiques montraient que dans une guerre d'invasion, il fallait 3 envahisseurs pour 1 résistant sur son propre terrain. Donc on voit bien qu'effectivement, les enjeux sont tellement vitaux pour les Ukrainiens que leur motivation face à l'ennemi russe est bien entendu très supérieure. Oui, et il semble que tous les pays autour de l'Ukraine et de la Russie commencent à prendre conscience de cette réalité. Il faut profiter de ce moment. Le dimanche 7 juin, donc il y a quelques jours, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ainsi que l'Ukraine, ont adopté une résolution commune qui appelle à des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie, puisque on imagine que la Russie devrait se résoudre à commencer des négociations prochainement. Cette résolution pose 5 conditions, je vous les fais rapidement. Il y a d'abord la déclaration d'un cessez-le-feu immédiat, le démarrage de négociations sur la ligne de front actuelle, donc on ne prendrait pas en compte les revendications territoriales russes qui vont beaucoup plus loin que cette ligne de front. Troisième condition, des garanties de sécurité immédiates pour l'Ukraine avec, ce sera très compliqué, l'envoi d'une force multinationale sur place. Quatrièmement, le gel des avoirs russes demeure jusqu'à la fin de la guerre et jusqu'à l'obtention par l'Ukraine de réparations russes pour les dommages causés sur son territoire. Ça aussi, on sent que ce sera complexe. Et la 5e condition, c'est la prise en compte des enjeux de sécurité pour toute l'Europe, ce qui veut dire que les pays de l'OTAN et les pays de l'UE devront donner leur accord sur les points qui les concernent à la fin des négociations.
On voit donc que ces négociations devront se faire avec la participation active des Européens et, idéalement, des États-Unis. C'est pour ça que lors de ce G7 d'Évian, il fallait absolument faire revenir Trump sur une idée de participer à ces négociations, ce qu'il ne voulait plus faire du tout ces derniers temps. Alors là encore, le moment semble bon parce qu'on sait que Trump n'aime pas les losers et le loser à l'heure actuelle dans cette situation de guerre en Ukraine, eh bien, c'est Poutine. Alors, dites-nous, Laurence, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que Trump s'est rallié à la cause zelenskynesque? Eh bien, il y a eu une évolution entre ce que Trump déclarait en arrivant à Évian lundi, il déclarait en gros l'Ukraine c'est pas notre guerre, et ce qu'il disait hier soir, donc mardi 16, après son entretien avec Zelensky. Ce dernier lui a apparemment montré des photos de la cathédrale de la Dormition à Kiev, qui a été frappée par des drones russes lundi. Il y a eu le feu et les volontaires ukrainiens ont été admirables de sang-froid pour régler la situation au mieux. Manifestement, ça a porté ses fruits puisque Trump a déclaré qu'il était prêt à réimposer les sanctions sur le pétrole russe, sanctions qui avaient été levées ces dernières semaines dans le contexte de la hausse du prix du baril à cause de la guerre en Iran, et qu'il était prêt également à fournir de nouveau des armements aux Ukrainiens. On voit donc, Romain, que la diplomatie, ça marche. Acceptons-en l'augure, Laurence. Ce qui marche aussi peut-être, c'est les insuccès ou les infortunes de Trump successives. Il a déclenché cette guerre en Iran pour cacher l'affaire Epstein et il va peut-être essayer de cacher le fiasco de cette guerre en Iran par un retour gagnant en Ukraine. Et finalement, c'est à ça que l'Europe devra peut-être son salut. C'est consternant, mais c'est comme ça. Je vous remercie, Laurence. Je sais que la semaine prochaine, vous serez aux États-Unis. Nous parlerons donc ensemble. Il sera très tôt pour vous, mais je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre sagacité légendaire. À la semaine prochaine et bon voyage aux États-Unis. Merci Romain, à la semaine prochaine par téléphone. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.